Nous allons passer à la troisième thématique, prairies naturelles et prairies de haute valeur biologique, avec François Cerisier, qui est conseiller MAE pour Natagriwal. Merci François de nous rejoindre. Merci aussi de m'avoir invité. Donc bonjour à tous. Donc on va partir un peu en prairie et on va voir vraiment les interactions avec les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc le sigle MAEC que vous allez voir tout au long de la présentation et dont je vais vous parler. On va s'intéresser vraiment aux deux mesures phares de prairie, la prairie naturelle, MB2, on va voir aussi les sigles un peu plus tard, et la prairie de haute valeur biologique, la MC4. Alors on va maintenant parler de la prairie permanente. Alors une définition, tout le monde sait ce que c'est une prairie, en tout cas tout le monde a une image de la prairie. Mais qu'est-ce que c'est une prairie? Au niveau de la PAC, c'est une prairie qui n'a pas été labourée, en tout cas qui n'a pas été mise en culture pendant 5 années consécutives. Donc je vais semer une prairie sur une culture, elle devait être prairie temporaire pendant 5 années de suite, et au bout de la 6e année, elle sera considérée comme prairie permanente. Alors on se rend compte que 5 ans sur l'échelle d'une prairie, c'est pas grand-chose, ça ne représente pas grand-chose. Et en termes de biodiversité, nous, on aime bien aller plus loin que 5 ans. Pourquoi? Parce que même si au départ, généralement, la prairie est semée, c'est vrai, pas toujours, mais généralement, la prairie a besoin d'une gestion agricole. Pourquoi? Parce que sinon, elle va retourner, la forêt va reprendre ses droits. Et la dynamique naturelle, c'est le retour à la forêt. Et donc la gestion agricole, ce qui est le plus important, se fait par fauche ou par pâturage. Et donc cette prairie qui a été semée ou qu'on a récupérée, elle va évoluer pour se stabiliser. Donc là, on est sur des échelles qui sont plus que 5 ans. Pourquoi? Parce que les plantes qui ont été semées, elles vont petit à petit disparaître. Certaines vont disparaître et d'autres vont apparaître. Et tout ça, ça va dépendre du stock de graines qui était présent dans le sol, de l'apport d'autres prairies qui sont voisines, mais aussi de la gestion du type de sol, etc. Alors, c'est quoi une prairie permanente? Donc, une prairie, c'est des graminées, principalement, souvent tout le temps supérieur à 50%, parfois à 100%, des fleurs, dont les légumineuses qui sont pour le monde agricole les plus intéressantes parce qu'elles vont capter l'azote. Mais il y a un tas d'autres fleurs aussi qui sont présentes dans ces prairies. Et des ligneux. Ah oui, des ligneux, ça fait aussi partie de la prairie parce qu'il y a des ligneux dans les prairies, des fruitiers qu'on a plantés, des arbres qui ont poussé naturellement, qu'on va laisser, qui seront intéressants pour le bétail, etc. Mais aussi en bordure, les haies. Et donc pour moi, cette prairie permanente, ce n'est pas que l'herbe, c'est aussi tout ce qui l'entoure et qui va faire l'intérêt de cette prairie. Et donc ces milieux auront une biodiversité exceptionnelle. C'est un écosystème qui est très très riche en espèces et qu'il faut absolument maintenir. Pourquoi? Parce qu'en termes de plantes, on peut avoir plus de 15 plantes, donc sur un carré de 5 mètres carrés, on peut dénombrer plus de 15 plantes, parfois jusqu'à 40-50 plantes. Donc on se rend compte de l'intérêt que peuvent avoir ces prairies en termes de biodiversité. Et avoir toute la faune associée, qui est très difficile à dénombrer, parce qu'il y a la faune qui est dans le sol, et puis il y a tous les mammifères, les oiseaux, les insectes qui sont liés à ces prairies, à ces milieux prairiaux. Et ce nombre d'espèces, ça c'est important de le dire, elle va vraiment dépendre des pratiques agricoles qui vont être faites sur la prairie. La charge en bétail, donc plus on va avoir de bétail, plus les sols seront piétinés, ce sera une flore aussi qui va être adaptée, la fauche, si on fauche tôt, plus tard, etc. Donc tout ça va avoir un impact. La fertilisation, si elle est organique, si elle est minérale. Et donc cette prairie pleine de biodiversité, elle va avoir un intérêt qu'on appelle les services écosystémiques. C'est un grand terme qui est quand même, qu'on reprend de plus en plus, qui est à la mode. Mais c'est tous les services que vont rendre cette prairie. Et donc, ils sont souvent repris en 3 grandes catégories, services de prélèvement, services de régulation et services culturels. Alors, le premier service que rend la prairie pour l'agriculteur, c'est produire de la nourriture pour son bétail. C'est de l'herbe, quand les bêtes pâturent, c'est du fourrage quand on fauche, aussi pour donner au bétail. Ça, c'est le premier service que rend la prairie, que tout le monde peut concevoir. Ensuite, il y a d'autres services qui sont tout aussi importants, qui vont être les services de régulation. Au niveau du climat, donc ça, tout le monde le sait ici, les prairies stockent du carbone, fixent du carbone avec les légumineuses, donc c'est très important de le prendre en compte. Au niveau de l'eau, les prairies vont filtrer l'eau, elles vont permettre de capter l'eau.
de percoler tout doucement dans les sols, lutter contre l'érosion. Pourquoi? Certaines prairies vont s'inonder, et donc elles vont permettre de capter l'eau pendant un temps avant de la restituer. Elles vont aussi freiner la vitesse de l'eau, et donc tout ça, ça a un intérêt. Au niveau biodiversité, il va y avoir un tas d'insectes, des auxiliaires de culture, intéressantes pour la prairie, mais aussi pour les cultures voisines. Et évidemment, les services de pollinisation, et ça, je ne vous apprends rien non plus, mais c'est très important d'en parler. Les services culturels, voilà, des scouts, des touristes, les paysages, l'intérêt qu'ont les prairies au niveau paysage, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Alors par contre, cette prairie, elle est en régression. Donc les statistiques, on les a depuis plus longtemps, mais ici, j'essaie d'avoir des statistiques un peu plus fiables. On va revenir il y a 40 ans, 400 000 hectares de prairies permanentes en région wallonne, ce qui représentait 50% de la SAU, surface agricole utile. Donc c'est toutes les surfaces qui sont dédiées à la production agricole. Actuellement, on a perdu 100 000 hectares. On a un peu plus de 300 000 hectares, et ce qui représente actuellement 40% de la SAU. Par contre, c'est un chiffre, donc on a perdu quand même 25% de ces prairies. Mais c'est un chiffre qui est globalement stable depuis la fin des années 90. Quelles sont les causes du déclin de ces prairies? L'urbanisation, les villages qui s'agrandissent en bord où on a construit, les zonings qui poussent un peu partout, les routes, etc. La déprise agricole, il y a des milieux qui sont plus intéressants pour l'agriculteur parce que ce n'était pas mécanisable, etc. Donc on l'a laissé repousser. Bernard va sûrement parler des pelouses calcaires, mais ça c'est vraiment le milieu qui était délaissé parce que peu intéressant, ou alors les fonds humides en Ardennes qu'on a replantés en épicéa. La mise en culture, voilà, en fonction des prix de la viande, etc. C'est parfois pas très intéressant de faire de l'élevage. Il y en a qui revendent leur bétail, qui labourent leurs prairies. Des cultures intéressantes, cultures à gibier ou autres, qui vont faire que les prairies vont être converties en culture. Ainsi avec la mécanisation, bien sûr, qui s'est très développée, les tracteurs, etc. Donc, les prairies, les mesures agro-environnementales. Donc, il y a 11 méthodes dans le programme agro-environnemental. Ici, on va parler de la prairie naturelle et la prairie de haute valeur biologique. La prairie naturelle, c'est une prairie qui est fauchée après le 15 juin, fauchée au pâturé. Quand c'est fauché, il y a 5% de zones refuge et il peut y avoir une fertilisation uniquement organique après la fauche. C'est une mesure de base, donc, pour laquelle il n'y a pas besoin d'avoir un avis de Natagriwal. Par contre, pour la prairie de haute valeur biologique, il y a besoin d'avoir un avis de Natagriwal, d'un conseiller. Et pourquoi? Parce qu'on va vraiment adapter le cahier des charges aux enjeux spécifiques de la prairie, que ce soit faune, flore, etc. Globalement, on a une gestion extensive, fauche tardive après le 1er juillet, ou un pâturage extensif. Quand il y a fauche, ce n'est pas 5% de zone refuge, c'est 10%. Pourquoi? Pour permettre à toute cette biodiversité de continuer leur cycle. Les enjeux, pourquoi on fait des mesures agro-environnementales en prairie? Évidemment, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le maintien des prairies permanentes, primordial, préserver toute cette biodiversité qui est liée aux prairies, et aussi renforcer le maillage écologique déjà présent dans les zones herbagères, les haies, les mares, etc. On a des résultats positifs sur les mesures agro-environnementales, augmentation du nombre d'espèces végétales, donc sur des observations espacées de 7 ans, et aussi de l'état de conservation, donc la qualité de la prairie évolue positivement après les MAE, la mise en place de MAE. Alors effectivement, au niveau agricole, il y a une diminution de la production fourragère, donc ça, c'est quelque chose qu'on reçoit souvent comme remarque, effectivement, mais il faut mettre ça peut-être en parallèle avec les besoins alimentaires du bétail, et donc il y a une étude qui a été réalisée par Fourrage Mieux, et peut-être un point que j'aime bien mettre en avant pour les agriculteurs, je dis voilà, une prairie naturelle, une prairie haute valeur biologique, le foin que vous allez donner à votre bétail, si ce sont des bovins viandeux, vont être nécessaires, suffisants pour correspondre à leurs besoins alimentaires. Indemnité financière, donc on a parlé de MAE. Donc ces MAE, ce sont des indemnités financières et qui peuvent parfois être importantes, pas importantes, ça dépend de chacun, mais qu'il faut mettre aussi en comparaison avec la rentabilité d'une prairie intensive qu'on va faucher 2 ou 3 fois en plus, sur lequel on va mettre de l'engrais minéral, etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien retenir. Et donc en conclusion, on a 6% maintenant de la SAU prairie en MAE,
pour atteindre les objectifs biodiversité-climat, je pense qu'il serait nécessaire d'augmenter cet objectif à 10%. Merci à vous. Merci François. Je vais appeler Bernard Convier pour témoigner sur cette question des prairies. Et Bernard est agriculteur sur une ferme ovine et bovine laitière. Bonjour Bernard, merci d'être là. Merci. Voilà, bonjour. Oui, je vais aussi présenter la ferme, alors ce sera plus simple. Je me suis installé avec mon épouse Valérie il y a maintenant bientôt 16 ans dans la région ici, à Villers-sur-Lez. On a eu l'occasion de reprendre une ferme en location à la donation royale. On est peut-être les derniers à avoir une ferme en location à la donation royale d'ailleurs. Et c'était une ferme d'une quarantaine d'hectares qui était vide. Donc les anciens locataires avaient vendu leur bétail avant qu'on arrive. Et uniquement des prairies. Et donc, on a dû choisir ce qu'on allait faire. C'était quelque part un peu un luxe aussi, mais ce n'était pas très compliqué parce que comme ce sont que des prairies, il fallait uniquement des ruminants. Et donc, on a développé dès le départ un petit troupeau de vaches laitières et une troupe de moutons pour la viande. Et on a développé ça progressivement. Comme c'était un petit troupeau de vaches laitières et comme c'était notre intention, on a directement transformé le lait en toute une gamme de fromages et donc on ne vend pas de lait à la laiterie, tout est transformé. Et ça, c'était en 2003. Et en 2004, on a fait la rencontre avec le projet Life comment Laisser l'homme, voilà, qui cherchait un éleveur de moutons pour entretenir par le pâturage les pelouses calcaires de la région. Et on était installé depuis 1 an, mais j'avais une troupe de 100 brebis, donc je devais être le plus gros éleveur de brebis de la région. Et c'est comme ça qu'on a accepté, depuis 2004, de pâturer les pelouses calcaires qui ont été restaurées, celles qui sont en cours de restauration, et c'est toujours le cas pour l'instant. Et on a, depuis cette époque-là, développé les 2 ateliers, vaches laitières et moutons, pour maintenant un espèce d'équilibre. On traite 24 vaches, ça suffit pour ce qu'on fait, et on a environ 300 brebis, ce qui suffit aussi par rapport aux superficies de réserve naturelle qu'on doit pâturer. La ferme maintenant compte environ 50 hectares de prairies et à peu près 80 hectares de réserve à pâturer. Voilà. Voilà pour la structure. Peut-être, puisqu'on est sur la thématique des prairies, nous présenter ce qui fait que tu as dû maintenir aussi des prairies. On est dans quelle région tu es, des prairies obligées, et puis forcément la valorisation difficile et le passage en MAE pour certaines. En réalité, c'est vrai qu'on a presque 2 fermes, hein, parce qu'on doit presque distinguer la ferme des vaches laitières et la ferme des ovins, même si en hiver, tout est regroupé sur place pour l'alimentation et pour les naissances et compagnie. Et donc, à la ferme à Villers, c'est une ferme un peu déséquilibrée dans la mesure où ce sont beaucoup de prairies sur schiste assez affleurant, donc très sensible à la sécheresse et très humide en hiver. Pas de terre de culture, donc il a fallu un peu adapter nos pratiques à ça. Du coup, j'ai quand même 14 hectares de prairies de fauche qui sont régulièrement ressemées, principalement par sursemis, pour assurer l'alimentation des vaches laitières en hiver. Et les autres prairies qui sont fauchables sont fauchées en foin, souvent après le 15 juillet, même si je n'ai plus engagé de mesures de prairies naturelles. Mais bon, c'est quand même le cas, elles sont souvent fauchées après le 15 juin. Il y a aussi quelques prairies qui sont en Natura 2000 avec des unités de gestion plutôt contraignantes, hein, des fonds humides ou des prairies plutôt riches. Et là, on a mis en place des mesures agri-environnementales, donc haute valeur biologique. Et elles sont gérées soit par pâturage, soit par fauchage. Ça, c'est à la ferme. Par contre, pour le côté réserve naturelle, donc pelouse calcaire, elles sont quasiment toutes en haute valeur biologique. Et c'est ce qui permet d'assurer le revenu de cette activité, parce que mener 300 brebis de manière très extensive entre 6 et 10 troupeaux sur toutes ces superficies, ce n'est pas du tout rentable. Ce n'est pas les agneaux qui vont nous rémunérer. Donc, c'est grâce aux aides agri-environnementales qu'on peut maintenir cette activité, et qui me permet notamment d'engager un salarié pour m'aider
pour m'aider à assurer tout ce qu'on demande au niveau du cahier de charge de pâturage. Voilà comment on a pu s'adapter, mais ça pose quand même pas mal de questions parce qu'on est très extensif du côté pâturage et réserves naturelles, et puis on ramène toutes les brebis à la ferme en hiver où elles sont nourries avec les fourrages récoltés principalement sur la ferme, donc ce qui a posé des problèmes les 2 dernières années, comme chez Marc-André. On a dû acheter pas mal de fourrage pour nourrir les brebis finalement, parce que si on n'avait que la ferme, on s'en sortirait. Enfin, si on n'avait que les vaches, on s'en sortirait avec les fourrages produits sur la ferme. Voilà, ça pose cette question-là, comment ça va continuer si on a des saisons un peu plus contrastées avec moins de production de fourrage, est-ce que ça a encore du sens de maintenir autant de brebis à côté d'une petite ferme? Et d'un autre côté, on concentre aussi tous les effluents d'élevage. On en parlait aussi tantôt, mais finalement, j'ai un taux de liaison sol excessivement bas. Moi, je suis en dessous de 0,2, je crois, enfin, dans ces eaux-là. Mais ce n'est pas complètement réel parce que les effluents d'élevage, je ne les mets pas sur les réserves naturelles. Je les concentre sur la ferme et encore sur une partie de la ferme parce que, comme je disais, j'ai aussi des prairies à contrainte. Donc, moi, depuis qu'on a commencé, on se pose toujours des questions, on adapte notre système. On change pas mal de choses, pas mal de pratiques, les dates de naissance. Chaque fois, on cherche à faire coller les animaux, le système qu'on a avec la réalité, mais c'est pas fini. Ces questions d'effluent, ces questions de fourrage, moi, ça me perturbe un petit peu pour l'instant. Oui, bon, il est évident qu'en réserve naturelle, en pelouse calcaire en particulier, c'est un travail quotidien que de gérer aussi ces pelouses, le maintien en milieu ouvert avec la biodiversité qui va avec. C'est pas pour rien que ce sont les milieux qui ont été abandonnés en premier lieu et que rares sont ceux qui finalement acceptent encore de gérer par pâturage avec un suivi troupeau par troupeau, suivi de la colonisation ligneuse. C'est vraiment un travail qui n'est pas simple et comme tu le disais, heureusement qu'il y a des aides pour cela, mais on comprend pourquoi ces milieux ont été ont été abandonnés progressivement aussi et que c'est un enjeu pour la biodiversité pourtant. Oui, moi j'avoue que j'ai pas accepté ce travail parce que je ne suis pas naturaliste. Enfin, voilà, je suis agronome. Ce qui m'intéressait plutôt dans l'aspect, c'était le côté pastoral. C'était le fait de remettre des animaux dans ces zones qui avaient été délaissées. Et c'était le fait, quelque part aussi, de produire de la viande dans des milieux dans lesquels on pourrait produire rien d'autre. Maintenant, on se pose pas mal de questions sur la consommation de la viande. Mais là, moi, je me sens un peu plus à l'aise, mais pas complètement. Parce que c'est vrai qu'on produit de la viande sur des zones qui ne pourraient pas servir à d'autres choses, mais par contre, on est très extensif dans le pâturage, mais on doit quand même passer par une phase assez intensive à la ferme, parce que les agneaux tels qu'ils sortent des réserves naturelles ne sont pas faciles à vendre tels quels, quoi. Il faut les engraisser, il faut les nourrir avec des céréales, et il y a encore cette phase d'engraissement. Donc finalement, dans toutes nos activités, on essaye de tendre vers quelque chose de cohérent, mais il y a encore quelques compromis, comme disait Sarto, quelques compromis qu'on doit faire, et je cherche à trouver des solutions, mais c'est pas super évident. Merci Bernard, qui nous montre la nécessaire remise en question des systèmes